Bonjour explorateurs ou voyageurs, te voilà à la bibliothèque de Babel. Ici repose tout le savoir de l'humanité ainsi que son imaginaire. Grâce au premier mot qui te vient à l'esprit, je serai celui qui te servira de guide là où tu dois te rendre. Je t'écoute. Intéressant. Je me disais bien que ton aspect n'était pas physique, et encore moins spirituel. Si tu te poses la question de savoir comment tu atterris là, laisse-moi te dire que ce n'est pas la forme de réalité qui compte. Ce qui est réellement important, c'est de comprendre qui tu es, à travers les choix que tu fais dans le lieu où tu te trouves. Dans cette optique, laisse-moi te montrer la voie. Cependant, tu devras l'arpenter seul, car il y a une différence entre l'entendre et l'expérimenter soi-même. Qui peut affirmer qu'il est réel? Ou, dans une autre mesure, comment pouvons-nous affirmer que nous nous retrouvons bien dans une réalité? Et si nous le pouvions, comment confirmer qu'elle nous est commune et non propre? L'être au final, qu'est-ce que c'est? D'une certaine façon, en tant que profanes, nous l'expliquerions par la définition de la nature de ce que nous sommes, mais aussi nous concevons l'être par le fait seul que nous réfléchissons et que nous nous sentons agir. Mais d'une manière philosophique, il est impliqué dans tous nos raisonnements, dans tous nos jugements, nos pensées et nos états de conscience. Mais il nous est impossible ou voire difficile d'expliquer véritablement ce que c'est que l'être de par la multiplicité d'explications possibles, pour la simple raison que ce concept est plus flou que tous les autres, et qu'il est impliqué dans tous, y compris celui de l'existence ou de la réalité. L'existence, en soi, étant elle-même ambiguë, recouvrant de multiples sens d'après moi. Dans le langage vernaculaire, il désigne le fait d'être de manière réelle. Être, c'est exister. Ainsi l'existence est-elle quelque chose d'immédiat, qui constitue le commencement de tout. L'existence n'est pas quelque chose qui est propre à chacun, chaque personne peut la voir différemment. Chacun a un point de vue qui diffère selon son vécu, donc certains peuvent penser qu'exister est la clé, et d'autres qu'il faut juste se laisser penser. En ce sens, l'existence est le simple fait d'être, l'être conçu sans détermination aucune, sans rien. L'être commence par l'indétermination de l'existence, indétermination du fait d'être purement et simplement. Ainsi, être et penser seraient la même chose. Et l'existence est immédiatement connue par l'existence précédant l'essence. Toutefois, contrairement à l'existence, l'essence peut définir aussi la nature de l'être. De ce que je suis, je me nourris de ma substance ou de ma réalité permanente pour agir en accord avec mon être, laissant naître l'essence. La distinction entre essence et existence est souvent confondue avec celle entre substance et accident. Cette distinction intervient pour traiter du problème du changement. La substance est ce qui constitue un être, ce qui persiste dans l'être au cours d'un changement. Les accidents sont les priorités susceptibles d'être modifiées. Pour être plus clair, l'essence est ce qui répond à la question du « qu'est-ce que » pour un être, tandis que la substance permet d'en dégager la nature essentielle et invariable. Mais qu'en est-il de la réalité? Le concept de réalité appartient à une catégorie ontologique, c'est-à-dire qui concerne l'être. La vérité, voire même la réalité,
s'inscrit alors dans une catégorie logique et gnoséologique, qui a trait au langage et à la connaissance. Les choses sont réelles ou irréelles, véritables ou factices, elles dessinent l'ensemble des phénomènes considérés comme existants effectivement, de manière physique, concrète, par opposition à ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Vous l'aurez compris, de par ces bases, nous voilà devant un dilemme. Les trois sujets évoqués, c'est-à-dire l'être, l'existence et la réalité, questionnent l'ensemble des interrogations que l'être humain peut se poser sur lui-même, examinant les réponses qu'il peut y apporter d'une vision systématique et générale, non scientifique du monde. En d'autres termes, l'être est ce que nous déterminons par être, l'existence la manifestation de ce que nous pensons être déjà, et la réalité ce qui nous semble réel par les informations que l'on a. Et c'est ces grandes réflexions de l'univers que nous allons arpenter. Tenter de nous faire réfléchir à travers le genre du cyberpunk que j'ai déjà traité lors d'un précédent voyage, à travers ce monde dystopique. Nous verrons l'ascension spirituelle, voire initiatique, d'un élu prophétique cherchant la découverte de ce qu'il est, tout en répondant aux conséquences de ses choix, réaction de ses actions, le menant aux portes de sa libération à travers les épreuves de l'illusion non pas démoniaque, mais robotique et informatique, nommée la Matrice. Dans un futur proche, code appartenant évidemment au cyberpunk, les humains dont la volonté de pousser toujours plus loin la technologie avaient amélioré au plus haut point l'intelligence artificielle et la performance des robots au service de l'homme. Cependant, ceux-ci faisant souvent l'objet de maltraitance de la part des hommes qui n'avaient aucune considération à leur égard, de par cette esclavagisation et ségrégation, les robots fabriquèrent finalement leur propre domaine concurrençant directement celui des humains. Cette confrontation s'empirera à cause du jugement d'un robot pour meurtre. De cette haine grandissante contre les humains, les machines créèrent un État uniquement dédié aux robots dans le Moyen-Orient, qui fit basculer l'économie mondiale. Les confrontations s'accumulant peu à peu, cela aboutit inexorablement. Voyant leur force diminuer au fil du temps, les humains recouvraient la Terre d'un épais nuage, provoquant un hiver nucléaire, empêchant ainsi les rayons du soleil, moyen extrême pour espérer l'emporter. En effet, en vue de les priver de sources d'énergie solaire, telle fut leur grave erreur. À ce triste constat, les machines perfectionnèrent par conséquent une parade, tournant leurs recherches vers la bioélectricité, à travers de multiples atrocités jusqu'à parvenir à faire des hommes eux-mêmes leur source d'énergie, en les transformant en batteries dans des fermes cauchemardesques que je jugerais même de guerriens. Et c'est ainsi que l'humanité fut vaincue par sa propre création. Une fois la victoire acquise, le fait que les personnages fassent directement corps avec la machine, reliés par des tuyaux plantés dans leur cou, renforce cette esthétique troublante. Les couloirs blancs, lieux de transition entre les nerfs de la matrice, sont des endroits déshumanisés dont les couleurs cramées empêchent de dissocier tout détail. La stérilité des décors frappe l'œil. Plus la machine est en son réseau, et plus les décors dans lesquels on retrouve l'oracle deviennent précaires. La civilisation et l'intelligence humaine ont été éradiquées, reléguées à l'extérieur par la machine. Néanmoins, un problème subsistait. Étant emprisonnés de la sorte, les humains ne fournissaient pas assez d'énergie. Les machines fabriquèrent donc la matrice, sorte d'univers virtuel dans lequel les humains s'épanouissaient, assurant une quantité d'énergie considérable aux machines. Les humains, n'ayant donc pas conscience de la réalité et du monde qu'on superpose à leur regard. Toutefois, ils n'arrivèrent pas à une collecte complète dès le début. En effet, l'intelligence artificielle qui était en charge de créer le fonctionnement de la matrice, appelée l'architecte, répondait à la logique pure des machines. Ne connaissant pas la nature de l'homme, le monde idyllique ne contentait pas les humains qui y vivaient. Au nombre total de 6 cycles chacun durant 100 ans, il trouva un équilibre grâce à un logiciel qu'il jugea moins perfectionné que lui, nommé l'oracle. Cette dernière, née à l'intérieur de la matrice, semblait avoir son identité propre, voire
semblable à celui que revêtait l'humanité. Et c'est grâce à cela que la matrice fonctionna finalement. Cette matrice, comme tout logiciel, contenait différents bugs, dont particulièrement l'apparition d'un homme qui pouvait jouer avec les règles de ce monde virtuel, appelé l'élu. Dans ce monde numérique, Thomas Anderson fut trouvé par Morpheus et Trinity. Persuadés que ce dernier était l'élu d'après l'oracle, ils l'aidèrent à sortir de la matrice pour exaucer la prophétie, celui de mettre un terme à la guerre des machines. Pour ce faire, Neo dut partir en quête de lui-même à travers la matrice, tout en luttant contre ce monde virtuel ainsi que ses protecteurs qui la maintenaient, les agents vêtus de noir. Parmi ces êtres quasi invulnérables, l'un d'entre eux était néanmoins spécial, l'agent Smith. Étant un bug comme nouvellement appelé Neo, l'élu donc, il s'empara de la matrice petit à petit, étant esclave initialement de cette dernière. Voulant s'emparer de ce monde, mais aussi celui des machines, il désira annihiler au passage l'humanité qu'il a appris à haïr de par sa nature impulsive et incohérente du sentiment qui les caractérisait, continuant la boucle de la créature, se rebellant contre son créateur, comme la machine avec l'homme, et lui contre la machine. Le monde des machines, voyant alors la dangerosité de l'agent Smith, conclut un pacte de trêve avec l'humanité à travers Neo, qui se sacrifia pour sauver les siens. L'agent Smith, hors d'état de nuire, et Neo, inerte. L'humanité fut épargnée des machines, et ces dernières sauvées du virus Smith. La matrice commença son 7e cycle, mais sous quelle base à présent ? Le résumé que je viens de faire mériterait d'être approfondi, et c'est ce que je vais faire par la suite. Cependant, pour plus de détails, je vous invite à regarder les films, mais aussi à regarder les œuvres complémentaires qui éclairent un peu plus l'univers de cette œuvre, notamment Animatrix par exemple. Comme vous êtes au fait à présent des grandes lignes, plongeons-nous dorénavant dans la réflexion que l'œuvre tente de nous offrir. Si à la première lecture, nous pouvons en avoir une conclusion prémâchée, à la deuxième, elle, se veut à la libre interprétation de ces questionnements, réflexions, enjeux et bien plus encore. En ce mois d'octobre 2021 de votre millénaire, Matrix détient la clé de la porte que vous souhaitez ouvrir. Il n'existe pas de vérité absolue, seulement ce que vous êtes convaincu de croire. L'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Neo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même.
c'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes réveillés? Qu'est-ce qui est réel? Beaucoup d'entre vous ont déjà eu la sensation de ne pas agir en toute liberté, que vos actes sont prédéterminés ou très influencés, donnant l'évocation de la destinée. En cela, Matrix donne une réponse à toutes ces questions. Il s'agit d'une sorte de mythe contemporain, une solution à certains dilemmes de l'humanité. Les progrès technologiques destinés à nous rendre la vie plus facile avaient fini par vous asservir, de sorte que, après une guerre, les machines avaient asservi les humains, les transformant en source d'alimentation et forcés de vivre dans un rêve, de dormir à travers une vie connectée aux machines qui, désormais, se nourrissaient d'eux en échange d'une illusion laissant transparaître une vie plus agréable que celle annoncée comme réelle, dystopique et ténébreuse qui, cependant, devient de moins en moins fantaisiste. Certains humains réussirent à s'extirper dans le monde des machines. Cité des humains nommés Sion, à partir de laquelle ils pouvaient accéder à la matrice avec l'intention de libérer davantage d'humains et de mener une lutte pour sortir de l'esclavage. Un discours de science-fiction, mais empreint de nombreuses critiques, chargé de pouvoir et capable de vous faire repenser votre propre réalité. Comment puis-je savoir si je ne vis pas dans un rêve? Suis-je maître de mes décisions? La matrice est d'après Morpheus, le monde qui a été placé sous vos yeux pour vous cacher la vérité. En d'autres termes, un mensonge, une tromperie des sens, irréel mais perçu comme véritable, alors que la vérité est la correspondance entre ce qui est dit et ce qui est. Donc, opposer la fausseté au sens d'erreur, mais aussi de mensonge. Détenir la vérité, c'est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Ainsi, pour trouver la vérité, nous sommes confrontés au défi de dépasser notre subjectivité, c'est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité et nos interprétations, mais aussi le sensible tel qu'il nous apparaît, car il peut être une source d'illusion. En effet, rien ne vous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que les sens disent. Ceci nous renvoyons incontestablement au mythe de la caverne de Platon, évidemment trop de fois utilisé, mais nécessaire à votre compréhension. D'une manière plus moderne, si vous préférez, à Inception ou au thème que j'ai déjà traité dans d'autres voyages. Platon disait que les sens sont trompeurs, qu'ils ne sont pas fiables. Pour ceux qui découvrent ce cheminement de pensée, le mythe de la caverne nous expose des esclaves emprisonnés au fond d'une caverne, contemplant des silhouettes de projection de feu qui leur sont cachées. Pour ces humains, ce fond représente la réalité parce qu'il s'agit de la seule chose qu'ils connaissent, de la seule chose à laquelle ils ont accès et qu'ils percevaient à travers leurs sens, notamment la vue, l'ouïe et l'odorat. Si un de ces humains réussissait à s'échapper, il accédait au monde réel, ou à la réelle connaissance. Au début, la lumière aveuglait ses yeux. Il ressentait de la douleur et il dut s'adapter pour voir le monde tel qu'il était. En revenant à la caverne, aux révélations qu'il partageait, ses compagnons crurent probablement qu'il mentait et voulurent le tuer de par l'impact de la dure réalité à l'image de Néo, qui la rejeta au départ de toutes ses forces. Ses compagnons, ne connaissant qu'une seule réalité et la protégeant, refusant l'atrocité de leur situation, ne voulant pas qu'elle fût mise en péril, préférant un doux mensonge, le déni, voire la folie pour certains. Ce questionnement du piège donc, de nos sens, nous amène à nous interroger sur la perception que l'on a de notre propre réalité. Après tout, dans nos rêves, quand nous nous faisons mal, nos sens s'interprètent comme si c'était le cas. C'est précisément ce qui se passe dans la matrice. Les sensations sont perçues comme réelles et, par conséquent, nous cessons de nous demander si nous sommes éveillés ou non, car nous le vivons comme tel, nous croyons en cette réalité par nos sens et nous développons notre être dans cette existence. Si nos sens sont les mêmes dans nos rêves, notre coma
notre folie, ou ici donc dans un monde virtuel, qu'est-ce vraiment le sens de notre réalité physique? Tout cela nous renvoie également au philosophe Hilary Putnam. Ce dernier proposait une idée similaire à celle du génie maléfique, mais renouvelée. Comment pouvons-nous savoir que nous ne sommes pas des cerveaux dans une cuve? Comment pouvons-nous savoir que nous ne vivons pas un rêve partagé? Il s'agit de ce que souleva Putnam et que nous retrouvons ainsi dans Matrix, une simulation partagée par tous, sans conscience de la nature de ce que nous vivons. Si les sens se sont mis à contribution, qu'en est-il de nos choix? Si nous vivons piégés dans un rêve partagé duquel nous ne sommes pas maîtres, nous devons nous demander si le destin existe et si nos actions sont vraiment les nôtres. L'un des personnages les plus intéressants à cet égard est l'oracle. En effet, c'est elle qui dit à Neo qu'il possède la capacité de décider, qu'il est le seul maître de ses décisions. Chose curieuse, l'oracle est le personnage lié au destin. Le film se basant en permanence sur des décisions, pilule rouge ou bleue, connaître la vérité ou non. Si le destin n'existe pas, si rien n'est écrit, nous sommes alors ceux qui, à travers nos décisions, le dessinons rappelant d'une manière froide la vision du mérovingien avec la causalité. Toutefois, le film relève par ailleurs la possibilité d'un destin, quelque chose de déjà prédéterminé, et apparaissant en parallèle des arguments qui contredisent cela. L'oracle sera l'un des personnages les plus importants à ce niveau, à l'instar de Morpheus, dont la position ne remet en cause aucune des hypothèses précédentes. Il croit au destin à travers une foi, mais aussi au pouvoir du libre arbitre qui est une manifestation de la destinée. La question de l'illusion évacue assez vite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déplacée sur une question. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire croire non pas à une seule personne, mais à l'humanité tout entière, qu'ils vivent dans une même simulation? Si tout le monde s'accorde sur la perception, où est la fausseté de la perception? C'est exactement un des problèmes que pose le film et qui est évoqué spécifiquement par le film, avec le personnage de Cypher, qui va faire le choix de retourner dans la matrice parce que le goût du steak, même s'il est faux, eh bien peu importe, puisque c'est un ensemble de stimuli électriques et qu'il soit envoyé par une machine ou qu'il existe directement, ça ne fait pas beaucoup de différence. La question se déplace immédiatement vers une autre question, qui est celle de la liberté. Une des questions derrière Matrix, plus que l'illusion, je crois, c'est celle du choix, de la liberté. Si notre être semble perdurer dans une réalité que nous croyons être celle véritable, pouvant choisir les actions continuant à perdurer notre essence, quelle différence cela fait-il de savoir que nous sommes ancrés dans le bon plan d'existence? Si toutefois, nous nous y sentons heureux, Matrix pose en outre le problème de la connaissance et du bonheur. Nous voyons que le monde réel auquel Cypher accède en quittant la simulation ne possède rien de bon. Il découvre une vérité terrifiante et se trouve immergé dans un monde obscur. À ce stade, il convient de se demander si cette connaissance est vraiment adéquate, si elle mène au bonheur. Le bonheur est envisagé comme le bien suprême, l'objet à atteindre tout au long de la vie, incarné par Cypher, qui est le personnage repentant du film. Il voulait accéder à la vérité, mais lorsqu'il l'a apprise, il décida qu'il préférait retourner dans le monde irréel, le monde fantastique, et ignorer la réalité. Cypher décide qu'il préférerait vivre une vie d'ignorance plutôt que de connaître la vérité, préférant l'épanouissement des sens plutôt que l'idée de la réalité telle qu'elle est. Dans cette réflexion, la réalité soulève donc ici 3 raisonnements. La réalité, peu importe ses formes, serait-elle essentielle à l'existence? Le libre arbitre serait-il nécessaire à l'être? Et le bonheur suffit-il à éprouver l'existence? S'il n'existe pas de réelle réponse à ces questions, Matrix à travers Neo porte le parti pris de la connaissance, non celle culturelle, mais existentialiste qui mène à l'éveil de sa propre conscience à travers la découverte de la vérité de soi, mais aussi du véritable monde qui nous entoure, ne pouvant se faire dans le simulacre fabriqué de toutes pièces, condamnant les êtres à y rester piégés, dans l'illusion matérialiste et sensorielle que ce monde informatique tente de les anesthésier, dans le seul but de créer de la bioélectricité. Une fois la vérité découverte à travers la pleine connaissance, l'élément le plus important selon moi est celui du choix, appelé d'une manière plus universelle, celle de la liberté, caractérisant ce qui définit le plus la nature humaine.
De par ces questionnements, malgré ces illusions, concentrons-nous sur la place de l'humain dans un monde qui ne peut maîtriser ou se placer de manière certaine. Si tout est hypothétique, quelles sont les raisons qui assurent l'acceptation de cette existence? En d'autres termes, quels sont les véritables points qui déterminent le sens de la vie des individus qui y vivent? Ce sujet étant propre à chaque individu, nous en garderons les plus communs au genre humain. Tout d'abord, nous avons les plaisirs dus au sens comme précédemment vu. La personne se focalisant sur cette réalité se moque bien de connaître l'état originel des choses, puisqu'il en juge les résultantes identiques à ce qui existe déjà, laissant place à ce que l'on appelle l'hédonisme, doctrine qui prend pour principe de la morale la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance. Par la suite, nous avons celle de la paix ou de la tranquillité. Ce genre de cas de pensée repose sur le fait que peu importe comment se dessinent les plans de l'existence, cela n'a guère d'importance du moment qu'une place spécifique lui est attribuée, lui donnant un sens pour le peu que cette dernière ne soit pas douloureuse. Vient l'idée à présent du bonheur, étant subjectif bien évidemment tout comme le sens de la vie. L'être qui ou ce que nous appellerons ici sa vie physique est comme pour le reste attaché à ce qui a le plus de chances de lui apporter de la joie, qu'il soit factice ou illusoire, pour le peu qu'il en ressent les effets, se contentant que de la partie de l'idée de la réalité. Et d'une certaine manière, pour terminer, celui qui voue son être à la vérité, ne se sentant pas satisfait de n'avoir qu'un fragment de la vraie nature des choses, ces derniers désirent avoir le choix et l'accès à ce qui détermine d'authentique, peu importe sa forme, quitte à recevoir de la souffrance, ce qui se rapproche de l'empirisme, qui est une théorie philosophique selon laquelle la connaissance que nous avons des choses dérive de l'expérience, qui, dans une certaine façon, nous conduit à la réalité et à la vérité. La question fondamentale de ces sens d'existence dans le fond repose sur cette question. Est-il fondamental pour la conscience, l'esprit observateur, de connaître la vérité pour avoir accès au bonheur? Ou le bonheur dépendrait-il de la nature de la réalité? Qu'il soit fait de lignes de code ou d'atomes, quelle différence cela fait-il? Après tout, même dans l'instant présent, comment pouvez-vous certifier que vous vivez bien dans ce que vous définissez de réel? Peut-être êtes-vous dans un monde virtuel, ou bien une conscience collective ou supérieure projetant l'idée de ce qui est réel par ennui ou autre, et dans ceci, vous avez pourtant expérimenté la joie, la douleur, la colère ou l'amour. Ces sentiments sont bien réels et pourtant, même si nous ignorons si cela est prémédité, ce sont des sentiments qui se rattachent vraisemblablement à notre être, ce qui laisse supposer une chose, le bonheur n'est donc pas tourné vers la réalité, appelée extérieure, mais bien à l'être, ce que nous pouvons appeler l'intérieur. Les bouddhistes déterminent ce raisonnement par la perception de l'esprit, qui détermine nos pensées et les éléments qui l'entourent, et c'est dans cet esprit que nous allons voyager dans le film et cet enseignement. Ayant étudié le bouddhisme, le pratiquant parfois de mon vivant de par mes origines, je vous transmettrai ma lecture des concordances qui existent, ainsi de ce que j'en ai déduit. Le parcours de Thomas Anderson, appelé par la suite Neo, ressemble à un parcours initiatique ressemblant à celui du Bodhisattva, s'inscrivant également dans les 4 étapes qui mènent au nirvana dans le courant Theravada. Être qui atteint l'éveil, respectant les enseignements de Bouddha, tout en aidant d'abord les autres êtres sensibles à s'éveiller, retardant sa propre libération par compassion. Dans un premier temps, Thomas, tel un enfant, ressent cette dissonance dans sa vie par intuition tout en vivant dans un monde qu'il conçoit comme stable, ou du moins avec des repères qu'il persévère à suivre dans sa forme originelle. Néanmoins satisfait, il décide de poursuivre son obsession qui le conduit à un maître que l'on peut considérer comme spirituel, qui lui donne accès à la réalité des choses. Thomas se passe de l'insouciance à la connaissance en devenant un homme, appuyé par l'agent Smith qu'il appellera par la suite Monsieur Anderson, signifiant étymologiquement le fils de l'homme. À ce stade, il est à l'étape de celui qui est entré dans le courant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de soi séparé. Ici, représenté par la matrice, la vision profonde tant recherchée et révélée. Une fois entré,
Vous ne pouvez plus croire que vous êtes un soi séparé de votre corps. Toujours en proie à l'ignorance, vous êtes convaincu du sentier spirituel amenant cette prise de conscience. Dans Matrix, ce changement s'opère grâce à la caractérisation de la maturité qui se manifeste par la notion de faire ses propres choix. Suite à cette action, la pilule rouge l'emmène à la réaction de la révélation. Symbolisant la responsabilité, cette dure réalité le poussera à la rejeter de toutes ses forces, le poussant à rejoindre l'insouciance. Tentant désespérément de rejoindre un équilibre basé sur un rejet de ce qu'il a appris, nous entrons dans le deuxième stade du Bodhisattva, celui qui revient une fois. Dans cette étape, une fois entré dans le courant, un attachement de certaines choses et de la vie refait surface. Cependant, une deuxième vision profonde du non-soi, ici représentée par la matrice, devient plus forte. Par exemple, la haine s'amenuise pour se transformer en irritation, et des réincarnations seront nécessaires pour atteindre l'éveil. Dans Matrix, cela se produira par la mort de M. Anderson et la naissance de Neo, signifiant le nouveau, qui peut évoquer une nouvelle ère pour le genre humain, d'autant plus que d'autres élus, possiblement ses propres réincarnations, ont déjà été vus dans la matrice, filmés par l'architecte lui-même. Maintenant sûr d'être l'élu et aidé par l'oracle, il ira en quête de soi, non pas pour faire un choix, mais comprendre pourquoi il l'a fait, car il n'est que la continuité de ce qu'il est déjà, s'inscrivant dans le troisième stade, celui qui ne revient jamais. À ce niveau, tout le négatif tombe, mais perdure encore un sens de soi. Laissant une trace légère d'agitation et d'insatisfaction, il semble paisible, sans désir, mais préfère l'expérience positive au négatif. Dans le film, cela se traduit par la certitude laissant la croyance, lui donnant un air apaisé. Terminant son passage par la libération, l'apogée de son chemin et de ce qu'il est. Dernier stade, celui de l'ara ou du bodhisattva, rejoignant le nirvana, toute trace du soi a disparu pour de bon. La vie n'ayant plus la moindre emprise sur lui, qu'elle soit négative ou positive, la soif et l'insatisfaction ont disparu, les réincarnations s'achevant, une paix et joie réelle s'offrent, ce qui ne sera pas contrasté avec l'univers sombre du film, qui maintient cette fin douce amère, propre au code du cyberpunk. En d'autres termes, Neo d'une manière bouddhiste représente le cheminement de l'initié jusqu'à l'éveil comme vous l'avez compris. A contrario, dans l'exemple inverse, l'agent Smith personnifie ce que les bouddhistes appellent la soif, ou l'ignorance et l'insatisfaction. Le désir de posséder encore et encore, cette soif de plaisir, d'existence, d'inexistence, mais également soif à l'égard des mondes de la forme du sans-forme, ainsi que le désir de l'arrêt du devenir. Si Neo se libère en s'éveillant, l'agent Smith en devient prisonnier pour finir par se consumer de lui-même. Si ce que je viens de vous expliquer est plus ou moins une des idées majeures prises en mon sens, l'autre principe essentiel est celui de la perception expliquée par le petit moine avec la cuillère. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. L'oracle va te recevoir. Il annonce la vacuité de l'idée de la réalité par la perception que Neo fait de la matrice, voire même de la réalité en général. Il ne met pas l'accent sur la foi ou la croyance, mais sur l'éveil de la réalité et des expériences en rejetant l'idée d'une foi aveugle, apportant une méthodologie menant à la réalité. Dans le bouddhisme,
La souffrance et l'insatisfaction sont créées par la manière dont l'esprit réagit et non au fait en soi. C'est le mental qui crée, attachant trop d'importance à la permanence des choses, construisant un soi séparé qui n'existe pas, être dans le film connecté à la matrice. Au final, l'enseignement de Bouddha dit que tous les êtres sont inséparables et qu'il n'est pas possible de réaliser durablement le bonheur et la paix de l'esprit tant que tous les êtres ne seront pas eux aussi heureux et en paix. D'où le statut d'élu et de sauveur de Néo, se sacrifiant pour sauver l'humanité. D'une manière différente, pour se rapprocher de l'œuvre de Matrix, l'esprit façonne la vie. L'attitude mentale constitue l'élément principal qui détermine la qualité de la vie. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de prendre conscience que si les ressources intérieures de paix et de stabilité mentale ne sont pas développées, aucun matériel, succès de ce monde ne pourra vous satisfaire. Il ne s'agit pas non plus de se détacher du monde, mais de le comprendre. Et si les circonstances extérieures étaient plus importantes que l'état d'esprit, tout le monde aurait la même vision des choses. Or, ce n'est pas le cas, car l'esprit manifeste en soi sa propre vision des circonstances. Néanmoins, comme Bouddha l'avait expérimenté, la vérité doit se trouver dans l'équilibre de la voie du milieu. Si nous juxtaposons ces idées à l'œuvre, la matrice reflète un fragment de la réalité, mais ne peut représenter celle-ci à part entière, car si la matrice est comparée à notre monde d'illusions, le chemin de l'initié tend vers l'éveil saluant la sagesse qui démasque l'ignorance, racine de la souffrance, celle de ne pas savoir, de mal comprendre la façon dont les choses existent vraiment. Peu importe la réalité, le bonheur est accessible pour le peu qu'il est conscient et en libre accord avec ce que nous déterminons comme réel ou non. Les gens piégés dans la matrice ne peuvent connaître le véritable bonheur car ils ne reposent que sur les sens basés sur l'ignorance. Comme ils ont l'illusion du réel, ils ont la chimère du bonheur. Leur monde, tout comme la cuillère, n'existe pas réellement, d'où l'importance de la vacuité, cette dernière se tordant à la croyance de la personne qui connaît la vérité. Ou dans un autre exemple, la souffrance dans la matrice se manifestant sur le corps, dans le monde de Sion ou des machines, laissant transparaître la nature de la perception de l'être et de ses possibilités. L'être donc est supérieur à la réalité, s'il est conscient de sa propre nature, celui de l'éveillé. Il est Dieu lui-même dans un monde qu'il a oublié qu'il en est le maître. Il écarte le plaisir de la matrice pour la recherche du bonheur véritable, premièrement cherchant un équilibre entre les deux, jusqu'à quitter le monde matériel pour le véritable monde. De la façon dont on a vu Néo comme poursuivant le chemin du Bouddha, les frères et maintenant les sœurs Wachowski se sont inspirés du christianisme. Si nous faisons un florilège des évocations ou références bibliques, nous pouvons citer toutes ces concordances. Dans le célèbre trio, Morpheus représente Dieu, Trinity non seulement d'évoquer la Trinité représente le Saint-Esprit, particulièrement quand elle insuffle la vie à Néo pour le ressusciter, rappelant le souffle de Dieu au souffle divin et l'Esprit Saint, à la force vitale divine qui donne la vie, et Néo le Christ lui-même. La ville appelée aussi le temple, Sion, désigne des lieux géographiques, dont Jérusalem, et tout ce qui personnifie la présence et la bénédiction de Dieu. De plus, quand Néo se retrouve mutilé, l'agent Smith le compare à un messie aveugle. Morpheus donne l'aspect parfois d'un prophète, d'un Dieu guidant son messie et parfois même la personnification de la foi même. Si d'ailleurs Néo représente l'élu, et donc par définition le Christ, l'agent Smith représente son opposé, l'adversaire, ou en soi, l'antéchrist ou Satan. D'ailleurs, si l'agent Smith transforme tous les habitants en part de lui-même, en les empoignant en général par le cœur, ne se laissant pas déjouer par l'oracle ou l'architecte, figure de Dieu dans la matrice, cela évoque la permission de Dieu au diable ou à l'antéchrist dans l'Apocalypse. Cette permission étant de pouvoir corrompre tous les cœurs des hommes afin de rejoindre la bête dans la guerre finale dans le lieu de l'Armageddon. D'ailleurs, dans le dénouement final, en dehors de l'aspect esthétique du film, Néo, tel le Christ par le biais de sa vie, rachète les péchés humains de la matrice et de Sion, mais aussi de la violence et de la décadence du passé en se sacrifiant en incorporant probablement un code ou virus, éliminant l'agent Smith.
ou d'une manière biblique, le mal ou Satan, qui avait corrompu le cœur des hommes et qui allait s'en prendre à ses créateurs, les machines. Si le film fin qui peut se définir en soi tel un blockbuster, les sœurs Wachowski ont pris le choix de laisser le scénario, ainsi que sa lecture à la libre interprétation de chacun, laissant la place à sa propre vision du film. De la même manière, Neo arpentant ce qui est son chemin, nous devons prendre la décision de le parcourir nous-mêmes. Dans cet exercice mental, il est intéressant de partager ce que le film nous a offert dans sa réflexion à travers nos propres codes et nos propres références, mais aussi de la vision que nous faisons de la société, tel Neo contemplant le miroir avant de voir la réalité. À ma libre interprétation, comme déjà dit précédemment, la matrice fut construite pour supporter l'attente de la conscience humaine. Néanmoins, n'étant pas d'une logique pure du fait de la notion de choix, une variable perdure, celle de refuser le monde tel qu'il était par une branche de marginaux, représentés ici par exemple par les hackers, les drogués ou les jeunes esprits. En réponse à ce problème, l'oracle trouve une solution. Instaurer une chimère canalisant toutes les forces rejetant la matrice par une matrice dans une matrice, les lui étant la clé quand la matrice serait au bord de sa mise à jour. L'architecte et l'oracle créèrent un cycle au cours duquel l'anomalie est à la fois le début et la fin, source et aboutissement. Elle se guide d'elle-même. L'élu donc est un être créé artificiellement qui contient le code particulier qui fait que l'homme est un homme, c'est-à-dire un être de choix. Il a une liberté intrinsèque que ne peut refuser l'architecte, sans quoi cela donnerait l'échec de la première matrice. Car pour que la matrice fonctionne, l'architecte comprit que l'esprit humain a une qualité particulière. Il doit être libre. Or, essayer de faire une équation qui rend compte de la liberté, ce n'est pas évident pour un être doué uniquement de logique. C'est même impossible puisqu'une équation est par définition déterministe, c'est-à-dire qu'elle est l'inverse d'un choix. L'architecte et les machines ont donc créé un être humain artificiel grâce à l'oracle. Constitué d'un support biologique, il possède en lui le code de la liberté, c'est-à-dire que ne pouvant rendre la liberté dans les équations du code source, l'architecte a créé un être qui crée cette liberté par son existence même. Il permettait alors la prise en compte dans l'ensemble de la matrice de la liberté, nécessaire au fait que les hommes puissent vivre. Il se retrouve donc devant une création qu'il se doit de laisser libre tel un virus, car c'est sa nature même d'être. Neo est donc à la source du code et il doit ensuite, comme c'est le cas à la fin de Revolution, être réintégré au code source pour permettre de relancer le programme. En effet, Neo entraîne des déséquilibres sur l'ensemble des équations comme nous l'explique l'architecte dans Matrix 2, et comme le démontrent les capacités de Neo, il faut obligatoirement reloader le système pour éviter qu'il ne bug. Néanmoins, comment convaincre l'EU de toujours revenir relancer la matrice? L'architecte eut une idée, créer un sentiment d'attachement chez Neo à l'humanité, et deuxièmement, de guider Neo. Pour cela, il utilisa Sion, en particulier Morpheus qui va être guidé par l'oracle pour trouver Neo, mais quel est le meilleur moyen de guider Morpheus? C'est d'utiliser une mythologie, une croyance, autour de l'oracle qui permettra d'amener la paix. Mais une deuxième variable fut implantée en Neo par l'oracle, celui de l'amour, en général, est spécifique pour Trinity. De par ces deux programmes en Neo, 5 mises à jour furent créées. Chaque élu choisissant de faire partie de la matrice pour ne pas disparaître, choisissant de sacrifier l'amour au profit de la sauvegarde de la matrice et du monde qui y vivait. Cependant, Neo, à la 6e session, par amour, décida de renier la matrice telle qu'elle était pour sauver Trinity et d'une manière voulue ou non, instaurer une matrice nouvelle, régie par le même amour. D'où la différence de code représentée par le verbe propre au conformiste de l'agent Smith et sa froideur, en opposition au code orangé, d'apparence de flamme, désignant le feu passionnel représentant l'amour d'une nouvelle matrice apportée à l'humanité. Parmi tous les élus, il fut le seul à choisir ce chemin, et c'est en cela que l'architecte dit à l'oracle qu'elle avait joué un jeu dangereux. Néanmoins,
Ces mots pouvaient également interpréter d'autres sujets, comme la création de l'élu ou des élus. Dans la 6e session, Neo, créé par l'oracle, était encore faible pour dissimuler sa présence des machines. Dans l'attente qu'il se révèle capable d'affronter chaque obstacle, elle le laissa apprendre de lui-même, car il fut programmé pour cela. Une fois qu'elle le vit, elle lui offrit probablement un programme à travers un cookie qui lui offrit davantage de pouvoir dans la matrice, ce qui lui permit d'être plus fort que les agents précédemment invincibles. Toutefois, en rentrant dans l'agent Smith, il lui transmit également un pouvoir qui lui permit de s'emparer de la matrice par la suite. L'agent devint plus puissant que Neo, jusqu'à que l'oracle offrit à Neo le second programme, à travers un bonbon, le rendant à ce moment supérieur à Smith qui se trouva probablement piégé par cette dernière, quand il absorba Neo à son tour. À part si le monde des machines à travers Neo chargea un programme qui contaminera l'agent Smith. En soi, l'oracle créa donc Neo, mais aussi l'agent Smith qui l'appelle maman. Dans ces faits, Neo pouvait représenter l'élu, mais l'agent Smith également, car tous deux furent capables de remodeler la matrice. L'oracle est différente de l'architecte, car cette dernière semble avoir développé sa propre identité, et donc, tout comme les humains, développé son être propre influencé par un sentiment très humain, l'amour. Contrairement à l'agent Smith qui semble plus proche de la logique de l'architecte, qui se veut cynique et pragmatique. Si la matrice semble être un cycle, le sacrifice de Neo ne se fit pas en vain, car la nouvelle qu'il a installée sauva les humains de Sion et offrit à l'humanité une matrice dédiée à l'amour mais aussi probablement de nouvelles possibilités représentées par le rayon de soleil, créé par le programme Sati et la disparition du fond vert peignant la précédente matrice. Toutefois, le développement ne s'arrête pas là. Nous avons le choix de décider de la représentation de ce qui est la matrice ou non. Si l'endroit où vit l'oracle est bien la matrice et le lieu où est la ville de Sion la réalité, cela ne fait aucune différence. L'un est constitué de codes sources, l'autre est constitué d'atomes répondant chacun à des lois bien spécifiques. Le message selon moi n'est pas de savoir où est la réalité, mais de définir nos actions à travers notre être laissant place à notre essence. Il se peut que Neo ait fait tout ce périple par choix, comme il se peut qu'il ait été programmé par l'oracle pour le faire, d'où le principe de destinée. Cependant, ceci n'est pas un piège au choix, car, que ce soit à travers un programme ou par rapport à son être, il a pris le choix de ce qu'il est vraiment, ce qui fait qu'il est ce qu'il est. L'essence coïncide avec ce qu'il y a de plus intime et de presque secret dans la nature des choses, bref, ce qui a eu, elle, d'essentiel. D'une manière religieuse, Dieu connaît le destin de chaque homme, mais il laisse le libre arbitre à chaque individu, et c'est parce qu'il connaît l'essence de chaque être qu'il parvient à déterminer le destin de tous. Et dans l'autre choix, nous pouvons décider de choisir que Sion fait partie de la matrice, un autre niveau pour toute personne insatisfaite de la première, se croyant conscient de la réalité. Ce choix peut être expliqué par la cuillère. Si nous la retrouvons dans la matrice, l'enfant lui en remet une autre alors qu'il ne fait pas partie vraisemblablement du même monde. Rappelez-vous, que dit-il ? La cuillère n'existe pas. La seule chose qui se plie n'est pas la cuillère, mais seulement ton reflet. Autrement dit, cette cuillère n'est pas plus réelle que le monde qui l'entoure à ce moment, Sion y compris. Et la raison même pour que Neo puisse interagir dans les deux mondes. Conscient de la matrice, il la voit et interagit avec dans les deux mondes. Et, si ce cas est avéré, un nouveau cycle redémarrerait, faisant revenir tout le monde, y compris ceux décédés, pour entreprendre le même péril, comme une boucle sans fin. Toutefois, en vue du 4e film, vous pourrez prendre le choix de vous satisfaire de ceci, ou d'épouser les réponses qui seront apportées par la suite. Vous l'avez compris, la réalité est liée à celle de la liberté. Un individu qui évolue dans un monde qu'il croit réel, et qui en réalité ne l'est pas, est-il vraiment libre ? Un être humain utilisé comme pile, et qui évolue dans un univers virtuel dirigé par des machines, est-il libre ? Même s'il possède le choix dans la matrice, leur corps inerte est assujetti à la machine. S'opère alors un déplacement de la problématique de la liberté. La liberté peut-elle inclure des niveaux de servitude volontaire ou doit-elle être complète ? Même vous, en tant que spectateur, vous ne savez pas si vous êtes libre vis-à-vis de votre environnement et vis-à-vis de vous-même. Avez-vous une conscience propre ou dirigée ? Êtes-vous ce que vous croyez dans un plan d'existence originel ?
en faisant de Néo un être qui finalement dépasse les frontières de son propre univers, et qui ainsi pose la question de réalité du monde présenté comme réel tout au long de la trilogie, tel Bouddha ou parfois comme le Christ, les réalisateurs veulent nous faire réfléchir à ces questionnements, et d'autre part, qu'au-delà de cette question de la liberté, subsistent des êtres humains, des êtres qui ressentent des choses. La question du ressenti dépasse alors celle de la liberté et de la réalité, que nous soyons déterminés ou non, que nous soyons réels ou non. Ce qui compte, en fin de compte, est l'être et ce que nous ressentons. Car après tout, que ce soit dans la matrice ou Sion, la conscience de l'homme, des programmes ou de la machine semble bien déterminée par l'existence d'êtres, peu importe sa constitution de chair, de code ou de mécanique. Je pourrais en parler encore des heures, et je regrette sincèrement si j'ai dû évoquer que la surface, mais j'espère avoir pu partager mon amour de cette œuvre, tant les concepts et les sujets généreux foisonnent dans cet univers. Peut-être reviendrai-je me connecter un jour, mais en attendant, j'espère vous avoir apporté un aspect neuf de ce que vous avez pu en voir, sachant que la vision que l'on a évolue sans cesse au fur et à mesure de notre visionnage. Quoi qu'il en soit, j'espère t'avoir aidé, jeune élu. Je te laisse continuer ton initiation afin que tu puisses, avec ce que je viens de te dire, trouver ce qui sera la finalité de ton voyage. Quoi qu'il en soit, le récit étant achevé, je t'invite, voyageur, à continuer ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible si toutefois tu es voué à y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier ou ici, numérique de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.